Un cancer grave, souvent diagnostiqué tard, l'un des cancers qui a le plus faible taux de survie, un cancer qui devient de plus en plus fréquent, vous avez compris, c'est le cancer du pancréas. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Elodie de la chaîne Autumn Latte, étudiante en 7e année de médecine, et je pense que vous avez un peu compris le concept. Toutes les semaines, on fait une vidéo sur un thème médical, et là, dernièrement, le focus est sur tout ce qui est cancer, et aujourd'hui, c'est le tour du cancer du pancréas. Alors déjà, c'est quoi le pancréas et à quoi il sert? C'est un organe qui se situe derrière l'estomac. Il va jouer un rôle très important, surtout dans deux fonctions de notre corps, la digestion et la régulation de la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre, de glucose dans notre sang. Et en fait, on dit que le pancréas a une fonction exocrine et une fonction endocrine. La fonction exocrine, c'est la digestion. On va commencer par ça. Donc le pancréas va produire des enzymes de la digestion et il va les déverser par un canal qu'on appelle le canal pancréatique dans une partie de l'intestin qu'on appelle le duodénum. Donc ces enzymes arrivent à ce niveau-là pour décomposer les aliments, pour aider en fait à la digestion, à l'absorption des aliments par l'intestin. Par exemple, le pancréas produit une enzyme qu'on appelle l'amylase pour découper ou décomposer les glucides, donc les sucres. Le pancréas produit également une enzyme qu'on appelle la lipase, et ça c'est pour décomposer les lipides, les graisses, et puis des enzymes qu'on appelle les protéases pour décomposer les protéines. Et grâce à ces enzymes-là, on peut découper les aliments en plus petits morceaux pour qu'ils soient absorbés par l'intestin et pour fournir de l'énergie à notre corps pour qu'il puisse fonctionner. La deuxième fonction du pancréas, c'est la fonction endocrine. Et cette fonction-là, c'est pour réguler la glycémie, c'est-à-dire la concentration de glucose dans le sang ou le taux de glucose dans le sang. La partie endocrine du pancréas est composée de petites structures qu'on appelle les îlots de Langerhans. Dans ces structures-là, des hormones sont produites, notamment l'insuline que vous connaissez tous. Et ces hormones-là, contrairement aux enzymes produites par la fonction exocrine du pancréas qui vont dans un canal qu'on appelle le canal pancréatique puis dans l'intestin, ces hormones-là vont passer dans le sang. Par exemple, l'insuline va passer dans le sang pour faire en sorte que le glucose soit stocké dans le foie ou utilisé par nos cellules pour leur donner de l'énergie. Et encore une fois, pour que notre corps puisse fonctionner correctement. Une autre hormone que vous ne connaissez peut-être pas, et là aussi qui est produite par cette partie-là du pancréas, donc cette partie endocrine, c'est le glucagon. Donc en gros, c'est une hormone qui va avoir le rôle inverse de l'insuline. Là, le but, ce n'est pas de faire baisser le taux de glucose dans le sang en le stockant dans le foie ou en le faisant rentrer dans les cellules pour nous fournir de l'énergie, mais là, c'est d'augmenter le taux de glucose dans le sang. Donc, vous voyez, il faut un équilibre. Par exemple, là, si tu jeûnes, t'as pas mangé, t'as quand même besoin d'énergie. Donc, à ce moment-là, c'est le glucagon qui va faire en sorte que ce glucose qui est stocké soit libéré dans le sang et pour qu'on puisse l'utiliser. Il y a également d'autres hormones comme la somatostatine, les polypeptides pancréatiques, mais bon, on va pas rentrer dans le détail du détail. Et là, vous l'avez compris, ce sont des fonctions très très importantes. Si la fonction endocrine est affectée, par exemple dans des maladies comme le diabète, ça peut entraîner de graves déséquilibres dans notre corps. Et pareil, si la fonction exocrine est affectée, donc la partie qui s'occupe de la digestion, dans des maladies comme les pancréatites, le cancer du pancréas, là encore, on peut avoir de graves déséquilibres dans notre corps. Mais c'est quoi le cancer du pancréas? Eh bien, le cancer du pancréas, un peu comme tous les cancers, c'est lorsque dans le pancréas, des cellules anormales se développent et commencent à se multiplier de manière incontrôlée. Et ça va créer une tumeur, d'accord? En ce qui concerne le cancer du pancréas, soit ça va toucher la partie exocrine, soit ça va toucher la partie endocrine du pancréas. La plupart des cancers pancréatiques sont des cancers exocrines qu'on appelle des adénocarcinomes. Nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, ce sont vraiment les adénocarcinomes du pancréas parce que c'est la forme la plus fréquente. Environ 95% des cancers du pancréas sont des adénocarcinomes. Et autre chose, c'est que le pancréas est en 3 parties. On a la tête du pancréas, le corps du pancréas et la queue du pancréas. Généralement, on va avoir une tumeur au niveau de la tête du pancréas. Et ça, retenez, ça va être très très important et intéressant en ce qui concerne les symptômes. Quelque chose de très important que je dois absolument vous dire, c'est que c'est un cancer qui a un pronostic très sombre. Et puis, qui est diagnostiqué assez tard parce qu'au début de la maladie, on n'a pas spécialement de symptômes et quand on pose le diagnostic, on arrive déjà à un stade métastatique, c'est-à-dire que le cancer s'est propagé dans d'autres parties du corps. Et autre chose, c'est que le taux de survie, en fait, il est très très faible. C'est l'un des cancers qui a le plus faible taux de survie à 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le taux de survie à 5 ans est une statistique qui représente le pourcentage de personnes qui sont en vie 5 ans après avoir reçu le diagnostic de cancer et dans ce cas-là, le diagnostic du cancer du pancréas. Alors ça peut être n'importe quel
quel cancer, n'importe quelle maladie grave. Et là, en l'occurrence, dans ce cancer, le taux de survie est à 5 à 10%. Ça veut dire que 10% de personnes qui ont eu ce diagnostic de cancer du pancréas sont encore en vie 5 ans après le diagnostic. Ça ne veut pas spécialement dire que la personne vivra sans problème, sans séquelles, ou qu'elle sera guérie, mais en fait, ça donne une idée générale des chances de survie. Par contre, ça veut quand même dire que 90% des patients sont décédés dans ce laps de temps, ce qui est énorme. Qui est à risque de ce cancer? Les gens qui ont entre 60 et 70 ans sont plus à risque. Le tabac, mais également l'obésité, le diabète de type 2 ancien, c'est-à-dire que la personne, ça fait des années et des années qu'elle a un diabète de type 2. Et puis, bien évidemment, si dans la famille, quelqu'un a déjà eu le cancer du pancréas, vous êtes plus à risque. Autre chose, si vous avez une condition qu'on appelle la pancréatite chronique, c'est-à-dire une inflammation chronique du pancréas, là également, vous êtes plus à risque. Alors, y a-t-il un dépistage pour le cancer du pancréas, comme par exemple pour le cancer colorectal ou le cancer du sein? Alors non, il n'y a pas de dépistage de masse, de dépistage organisé. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, c'est un cancer qui, au début de la maladie, ne donne pas spécialement de symptômes. Il est asymptomatique. Et c'est vraiment très tard qu'on découvre, c'est-à-dire quand il arrive à un stade avancé, qu'on découvre que c'était un cancer du pancréas. Maintenant, si vous avez des symptômes ou que vous faites partie des personnes qui sont à haut risque, par exemple, quelqu'un dans la famille qui a un cancer du pancréas, le frère, la mère, voilà, à ce moment-là, vous êtes plus à risque. Donc, on pourra aller aux étapes supérieures, faire des tests pour voir si vous avez le cancer du pancréas ou pas, c'est-à-dire pour poser un diagnostic. Mais il n'y a pas de dépistage organisé, de dépistage de masse. Donc, je vous ai dit qu'au début de la maladie, on n'a pas spécialement de symptômes, donc on va pas poser un diagnostic ou penser à un cancer du pancréas. Mais, lorsque la maladie évolue, on peut avoir certains symptômes. Certains seront pas très spécifiques dans le sens où, voilà, quand on voit ce symptôme, on va pas spécialement se dire, ah, cancer du pancréas. Mais d'autres, là, vraiment, ouais, on va quand même y penser. Vous pouvez avoir un symptôme que vous connaissez très bien sous le nom de jaunisse. Dans le jargon médical, on parle d'ictère, mais c'est la même chose. En gros, le blanc des yeux devient jaune, la peau devient jaune. Alors pas jaune comme les Simpsons, mais en tout cas, voilà, vous avez un teint qui devient un peu plus jaune. En tout cas, c'est pas la couleur de peau que vous avez d'habitude. Et ce symptôme-là, donc la jaunisse ou l'ictère, peut apparaître lorsque la tumeur est située au niveau de la tête du pancréas. L'urine sera plus sombre, une couleur thé noir Coca-Cola, et les selles, donc le caca, sera un peu blanchâtre. En fait, si la tumeur est au niveau de la tête du pancréas, ça veut dire qu'elle peut bloquer, qu'elle peut comprimer un canal qu'on appelle le canal cholédoque. Et ça, c'est un canal qui vient de l'union du canal cystique, qui vient de la vésicule biliaire, et du canal hépatique, qui vient du foie. Et les deux ensemble vont former ce canal qu'on appelle le canal cholédoque. Ce canal cholédoque, en même temps que le canal pancréatique, va déverser son contenu dans l'intestin. En fait, ce canal, il transporte la bile, d'accord? Et la bile, c'est un liquide qui est produit par le foie, qui contient la bilirubine, qui est un produit de dégradation des globules rouges. Et cette bilirubine, elle doit passer dans l'intestin, puis éliminer dans les selles, ce qui lui donne cette couleur marron, en fait, des selles. Je pense que vous commencez un peu à comprendre. La bilirubine n'est pas le seul composant de la bile. Vous avez également des sels biliaires qui vont faciliter à absorber les graisses, surtout quand on mange un repas riche en graisse. Il y a également des électrolytes, des protéines, des enzymes, tout un tas de choses. Et ça, c'est transporté par ce fameux canal cholédoque. Et lorsque vous avez une tumeur au niveau de la tête du pancréas, ça bloque ce canal cholédoque, ça comprime, ce qui fait que ce liquide ne va pas dans l'intestin pour la digestion et notamment la digestion des graisses. Et ce qui fait surtout que la bilirubine s'accumule dans le sang et notre peau, en fait, prend sa couleur. Donc la peau devient jaune, le blanc des yeux devient jaune et cette bilirubine qui allait normalement dans l'intestin et qui colorait ses selles se retrouve maintenant dans le sang. Donc les selles, le caca est décoloré, il est plus marron. Et si vous me demandez pourquoi le pipi il est plus foncé que d'habitude, c'est parce que maintenant que la bilirubine s'est retrouvée dans le sang et que le sang est purifié, nettoyé par les reins, que dans ce sang maintenant on retrouve cette bilirubine, le pipi devient plus foncé. Voilà. J'essaye de vous expliquer de la manière la plus simple possible, mais ça reste des mécanismes assez complexes. J'espère que vous avez quand même un peu compris. Donc ça, c'est l'un des symptômes. Un autre symptôme, ce sont les douleurs abdominales, donc les douleurs au ventre et les douleurs dorsales, donc au dos. Donc c'est une douleur qui commence dans cette région-là, qu'on appelle l'épigastre, et qui peut aller jusqu'au dos. C'est une douleur hyper intense, voyez, et même sous morphine, ça va pas. Donc ouais, là, il faut y penser, même si on peut retrouver une douleur abdominale dans plein de conditions, plein de maladies. Vous voyez, la tumeur peut être très douloureuse. Un autre symptôme, c'est la perte de poids inexpliquée et la perte d'appétit. Vous l'avez compris, on parle de cancer exocrine, donc qui touche la digestion, la
fonction digestive. Ce qui fait que si on n'a pas ces enzymes qui sont correctement produits, correctement déversés dans l'intestin, on fait très mal la digestion et on absorbe très mal les nutriments. Et vu qu'on les absorbe mal, on perd du poids. Et un autre symptôme qui va avec, qu'on appelle la stéatorée, c'est des selles grasses et malodorantes. C'est-à-dire que le caca, il y a de la graisse dedans ou c'est gras. Parce que le pancréas est affecté, les enzymes de la digestion, il y en a pas suffisamment et donc on absorbe mal les aliments. On peut également développer un diabète, mais il se peut également qu'il y ait une aggravation d'un diabète préexistant. Disons que c'est une personne diabétique mais qui est très bien contrôlée, régulée et d'un coup, malgré le fait qu'elle fasse attention à son hygiène de vie, son traitement, elle le prend bien, d'un coup, ça s'aggrave. Là aussi, ça peut mettre la puce à l'oreille. Et puis, il y a un symptôme très très important, c'est la thrombophlébite. On dit que le cancer du pancréas est un cancer très emboligène, c'est-à-dire que des caillots de sang peuvent se former, donc des boules de sang si vous voulez, et elles peuvent se former dans les veines des jambes, mais également les veines pulmonaires, donc des poumons. Donc si c'est les jambes, ça peut donner des douleurs, des gonflements, et au niveau des poumons, des problèmes respiratoires, parce que ces caillots de sang bouchent les vaisseaux, bouchent ces veines. Donc quand on dit que c'est un cancer très emboligène, c'est un cancer qui va faire beaucoup de caillots comme ça, et on n'est pas bien parti là. Parce que si on fait une embolie pulmonaire, un caillot de sang qui bouche les veines pulmonaires, on risque de mourir. Et du coup, pas à cause de la tumeur directement qui a comprimé quelque chose, mais plutôt par la condition de manière générale, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et autre chose, c'est la dépression. Donc il faut jamais sous-estimer un patient obèse de la quarantaine par exemple, qui a un suivi psychiatrique. Alors oui, peut-être pas la première chose à laquelle on va y penser pour poser le diagnostic, on va faire des examens d'imagerie. Donc une fois que ça nous met la puce à l'oreille, certains symptômes comme par exemple l'ictère, la jaunisse, les douleurs abdominales, des antécédents ou que il y a un risque parce que par exemple dans la famille quelqu'un a déjà eu un cancer du pancréas, à ce moment-là on va faire des examens comme je vous ai dit d'imagerie. Donc on peut faire un scanner, on peut également faire un scanner TAP, c'est-à-dire thoraco-abdominopelvien pour voir si d'autres endroits sont touchés. On peut également faire une IRM pancréatique pour avoir des images plus précises que le scanner. On a également l'échographie endoscopique, donc c'est une technique qui combine l'échographie et un endoscope, donc c'est un tube flexible avec une caméra. On fait passer l'endoscope par la bouche, il passe dans l'œsophage, puis l'estomac, puis l'intestin, notamment cette première partie de l'intestin qu'on appelle le duodénum qui est si proche du pancréas pour pouvoir le visualiser. Et en même temps, on peut également réaliser une biopsie, c'est-à-dire aller chercher un morceau de tissu, de tumeur et l'envoyer au laboratoire pour que les spécialistes puissent déterminer s'il s'agit d'un cancer ou pas. Eux verront s'il y a des cellules cancéreuses, quel est le type de cancer. Vous avez compris, il y a un autre examen qu'on peut faire, c'est la CPRE, la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique. Donc c'est un peu comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'endoscope. Donc l'endoscope va passer jusqu'à la première partie de l'intestin qu'on appelle le duodénum et ça on peut l'utiliser pour débloquer, par exemple comme je vous ai dit tout à l'heure, la tumeur, surtout si elle est au niveau de la tête du pancréas, elle peut comprimer le canal cholédoque et grâce à cette méthode là on peut passer de l'intestin et remonter en fait jusqu'au canot, déboucher ce canal cholédoque et pour faire en sorte que la bile puisse s'écouler normalement. Et bien sûr il faut poser un stent pour que ça garde cette position là parce qu'après ça va se refermer et puis ça sert à rien. Pour poser le diagnostic, on peut également doser certains marqueurs et l'un des marqueurs qui n'est pas spécifique du cancer du pancréas mais qu'on peut quand même doser, c'est le marqueur CA19-9. Mais en tout cas, l'élévation de ce marqueur peut indiquer qu'il y a une maladie, peut-être bien au niveau du pancréas. Passons au traitement. Alors comment est-ce qu'on traite ce cancer? Bon, vous avez compris, ça dépend du stade du cancer et comme je vous ai dit, souvent on arrive à un stade très tardif. Mais si par chance, grande chance, on arrive à le détecter tôt, à ce moment-là, on peut faire de la chirurgie. Et puis le type de chirurgie dépendra de la localisation de la tumeur. Par exemple, si c'est au niveau de la tête du pancréas, ça sera pas la même procédure que si c'est au niveau du corps ou de la queue du pancréas. Et après la chirurgie, toujours si c'est un cancer qui est localisé, c'est-à-dire uniquement au niveau du pancréas, on peut faire de la chimiothérapie adjuvante. Maintenant, si c'est un cancer qui est localement avancé ou métastatique, localement avancé, ça veut dire qu'il est local, plutôt au niveau du pancréas, mais un peu au voisinage. Métastatique, c'est qu'il s'est vraiment propagé dans plein d'endroits du corps. À ce moment-là, on partira plutôt sur de la chimiothérapie. Alors, je vais pas rentrer dans le détail de chacun des traitements. Il y a également de la radiothérapie qui peut être utilisée pour faire diminuer la taille de la tumeur avant la chirurgie, par exemple, et surtout pour soulager les symptômes. Bon, là, si je parle de chirurgie, c'est qu'on
on est probablement dans un stade qui est plutôt localisé. Malheureusement, ça reste un cancer. Une fois qu'il est détecté, souvent il est déjà avancé et donc il n'y a plus trop d'options de traitement et plus trop de chances de guérison finalement. Et donc ce qu'on peut faire en termes de prévention, c'est déjà d'agir sur les choses sur lesquelles on peut agir, comme le tabac, qui fait partie des facteurs qui augmenteraient le risque de cancer. Donc arrêter le tabac, faire de l'activité physique pour ne pas être obèse. On peut également agir sur les maladies chroniques comme le diabète de type 2. Surtout lorsqu'il est mal contrôlé, il peut augmenter le risque de cancer du pancréas, donc il faut faire en sorte de bien gérer son diabète. Si vous avez une pancréatite chronique, eh bien en traitant cette maladie, en prenant soin, on peut également réduire le risque. Et bien sûr, la surveillance des personnes qui sont à risque. Si vous faites partie de ces gens-là qui sont à risque, parce que dans la famille il y a des cancers du pancréas et que c'est lié à des facteurs génétiques et que c'est associé à des mutations génétiques ou à des syndromes héréditaires, il faudrait une surveillance médicale un peu plus renforcée. Et bien sûr, la sensibilisation, et c'est un peu le but de mes vidéos. Alors, le but n'est pas d'être parano, le fait d'avoir une idée, ça peut déjà aider. Alors, ça rime. Et ça peut vous faire consulter rapidement un médecin pour avoir un diagnostic. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et à vous abonner, et également à la partager. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Bye!